La boisson chaude préférée des Allemands coule des jours sombres. La crise climatique menace les caféiers, leur culture ne sera bientôt plus rentable. La plupart des prix qui sont pratiqués ne correspondent absolument pas au travail que représente la caféiculture. Il faut donc adopter une approche différente. Comment sauver le moyen de subsistance de millions de cultivateurs et avec eux, le cappuccino et autres boissons caféinées? Andreas Felsen est un homme d'affaires d'un genre un peu particulier. Dans la forêt tropicale équatorienne, sur les rives du Rio Napo, il illustre ce à quoi peut ressembler une entreprise qui s'intéresse aux gens et pas seulement au profit. Il tient à savoir comment le café qu'il vend est cultivé. On part pour l'une de nos 2 coopératives partenaires dans la région amazonienne. On leur rend visite 2 fois par an. C'est nécessaire pour entretenir une relation de confiance. Parce que, comme on peut l'imaginer, les gens d'ici se font avoir par des blancs depuis 500 ans. Alors forcément, la méfiance est de mise. Il s'est lancé il y a 30 ans avec quelques personnes qui partageaient les mêmes idées que lui. Ensemble, ils voulaient changer l'industrie du café. Ils ont ainsi choisi de payer pour la matière première plus que les salaires de misère habituels et même plus que ceux déjà en vigueur dans le commerce équitable de l'époque. Pour cela, ils achètent la précieuse marchandise directement aux producteurs, sans intermédiaire. Bienvenido, bienvenido Andreas, bienvenido. Alicia Muscacho, bienvenido. Accompagné de son collègue Sven, Andreas rend visite à la coopérative Vailia Kori, hors vert dans la langue des Kishva. 120 petits paysans se sont réunis pour gérer leur exploitation différemment, sous la houlette d'Augusto Salazar. Des représentants de haut rang de la tribu indigène sont venus accueillir les 2 Allemands. Ceux qui font le plus de profit, ce sont les intermédiaires. C'est pour ça qu'on s'est associés. Unis, on est plus forts. Et ça nous permet de garantir la qualité et le volume de production. Quelque chose préoccupe la coopérative. Une nouvelle réglementation européenne interdit l'importation de produits ayant nécessité le défrichement d'une forêt. L'Union européenne adopte ces lois parce qu'elle ne fait pas confiance aux producteurs comme vous. Pourtant, on leur garantit de produire notre café de manière durable, respectueuse pour l'environnement. Si l'Union européenne a décidé de légiférer, c'est parce que la culture du café a entraîné une vaste déforestation au cours des dernières décennies. Chaque année, ce sont au moins 100 000 hectares de forêts qui disparaissent, soit à peu près l'équivalent de la superficie totale de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur réunies. Consacrer des champs entiers à la caféiculture permet l'utilisation d'engins qui viennent se substituer aux nombreux ouvriers agricoles nécessaires à la récolte. Mais les monocultures impliquent un recours massif aux engrais, ce qui nuit à l'environnement. Ces défrichages, notamment pratiqués au Brésil, libèrent une quantité considérable de CO2 dans l'atmosphère. En plein soleil, les plants de café ne peuvent pas se développer sans irrigation artificielle, ce qui a également des conséquences écologiques désastreuses. Il faut environ 130 litres d'eau en moyenne pour produire l'équivalent d'une seule tasse de café, soit pratiquement une baignoire pleine. En outre, par tasse, 80 grammes de gaz à effet de serre sont rejetés dans l'atmosphère, soit autant que pour un trajet d'un demi-kilomètre en voiture. Dans le nord de l'Équateur, sur les rives du Rio Napo, les caféiculteurs indigènes travaillent tout à fait différemment, à l'image d'Oscar Grafa.
On sent tout de suite la différence quand on est ici. Le climat est plus doux. Oui, il fait frais. L'humidité et l'ombre, ça change tout. Le mode de culture pratiqué par les Kishva est considéré dans le monde entier comme un modèle d'agroforesterie. De la biodiversité et des arbres qui protègent du soleil, telle est la solution alternative aux grandes monocultures. Ces arbres font partie intégrante de nos chakras, nos parcelles agricoles traditionnelles. On fait de l'agroforesterie. Ils apportent des nutriments au sol que d'autres végétaux absorbent à leur tour. Comme ça, ils produisent plus de fruits. C'est donc important pour nous d'avoir des arbres, des plantes médicinales et d'autres dont on se nourrit. Les caféiers s'épanouissent à l'ombre d'autres arbres. L'air y est plus frais et le sol plus humide. Ici, ce sont des bananiers et des cacaoyers qui leur servent d'abri. Une association précise de végétaux permet d'obtenir un sol riche en nutriments qui renforce les plants de café. Ils ont ainsi besoin de moins d'engrais, de peu d'arrosage et sont moins sensibles aux parasites. Autre conséquence, cette forêt plus saine capture une grande quantité de CO2 et préserve la biodiversité. Là derrière, on a un palmier buriti. Là, ce sont des balsas, une espèce de bois adapté à la construction et à la fabrication de meubles. C'est du bon bois. Ça, ce sont des légumineuses. Elles enrichissent aussi le sol en substances nutritives. Et plus loin, on a encore d'autres sortes de plantes. La communauté possède en tout 40 000 hectares de terre. Elle en exploite la moitié pour l'agriculture et laisse le reste en friche. Grâce à leurs 60 cultures différentes, les habitants sont majoritairement autosuffisants. Pour Augusto Salazar, il s'agit d'allier tradition et modernité. On fait en sorte que l'homme et la nature coexistent harmonieusement. Pour nous, chaque arbre a une vie, un esprit. Grâce à la lutte des peuples indigènes, la nature a des droits. L'Équateur est un pionnier de la protection de l'environnement. En 2008, l'Équateur a été le premier pays à inscrire les droits de la nature dans sa constitution. Cette décision a notamment permis d'y arrêter plusieurs projets d'extraction d'or et de cuivre. Mais la population a besoin de revenus pour pouvoir protéger la forêt. C'est ce qui a permis à Andreas Felsen et à son commerce plus qu'équitable de trouver sa place dans la région. Dans le quartier branché de Charlottenburg, à Berlin, un café se distingue des autres. Dans l'arrière-salle, les aficionados de la boisson, comme Sophie von Leuben, peuvent s'inspirer et apprendre auprès de Francis Bratzlerch. Et toi ? 50,7, ça va ? Ou il faut que ce soit exactement 50 ? Il faut 50 piles. L'expert en café dirige un espace de co-torréfaction. En d'autres termes, il partage sa machine à torréfier et son savoir-faire avec des novices dans le domaine, à l'instar de Sophie. Elle est à la fois scientifique et chef d'entreprise. Ici, elle allie travail et plaisir. À côté de mes recherches, je dirige une petite entreprise de café. C'est mon passe-temps. Tout simplement pour découvrir les variétés qui existent, leur goût, et voir s'il y a une demande. Et surtout, je veux informer les gens sur le sujet et sur le changement climatique. La torréfaction maison est très tendance. Mais le fait que les grains aient de plus en plus de mal à pousser en raison du climat préoccupe le secteur. On s'inquiète qu'un jour, il n'y ait plus de café, bien sûr. C'est pour ça que je soutiens de tout cœur chaque projet qui nous est présenté. Il faut absolument que du café durable et transparent arrive sur le marché allemand. Sophie von Leuben s'intéresse à différentes variétés qui s'adaptent aux climats extrêmes. L'une d'entre elles suscite déjà les espoirs en Ouganda, pays producteur.
Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est conseiller aux agriculteurs de la cultiver, si nous savons que la demande suivra. On ne peut pas se contenter de dire « changer de variété » si au final, personne n'en veut. C'est aussi pour ça que la question du goût est fondamentale et qu'on s'y intéresse autant. Un café bon pour le climat et les papilles, tel est leur objectif. Lors de ces séances, ils comparent diverses variétés et espèces. Alors que les vins présentent environ 400 arômes différents, le café en compte, lui, 2 fois plus. Quel café est le plus intéressant pour toi? D'après les premiers tests olfactifs, je dirais le 18. Il me plaît bien. Ce qui vient au nez, en fond, c'est cette douceur et un côté fruité. Des baies, plus précisément, qui finissent par recouvrir la première impression. D'accord, mais ce que tu sens en bouche en premier, Oui, c'est pas mal. le 18, hein? Oui. Certains grains ont l'étoffe d'un grand café. Après encore quelques expérimentations, certaines espèces inhabituelles pourraient être commercialisées. Mais pour Sophie, les choses ne s'arrêtent pas là. Dans son travail à l'Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam, elle garde autre chose en tête. Dans les pays producteurs, le phénomène met en péril les moyens de subsistance de millions de familles de cultivateurs. Pour elle, le café n'est pas simplement une affaire de goût. Le café joue toutes sortes de rôles dans ma vie. En tant qu'amatrice, j'en bois beaucoup. En parallèle, je mène des recherches sur la plante parce que le café, plus que toute autre culture, permet d'illustrer les conséquences du changement climatique sur l'agriculture dans les pays du Sud. Je tente de montrer pourquoi elle doit s'adapter. On est tous attachés à cette boisson. Alors, quand on apprend qu'elle tente à se raréfier, on se montre tous attentifs, d'une façon ou d'une autre. Épaulée par David Abigaba et Sofia Vaitouchat, l'agroéconomiste tente d'identifier les variétés les plus résistantes au changement climatique en Ouganda. Il y a une grande différence d'altitude entre ces deux zones. Même si elles sont proches l'une de l'autre, leur typologie agrologique n'est pas comparable de toute évidence. Comme on peut le voir sur la carte, le changement climatique a des effets négatifs sur la production en Ouganda. Il faut trouver des moyens de s'y adapter. Ce qu'on veut essayer de déterminer dans nos recherches, c'est si le caféier Liberica, de plus en plus cultivé dans le pays, est une variété capable de répondre là-bas à un besoin à grande échelle. Le problème étant que les deux variétés les plus répandues, l'Arabica et le Robusta, ne poussent que dans une certaine partie du monde, la ceinture du café. Elles ont besoin d'un climat tropical stable. D'ici 2050, le changement climatique menace de rendre la moitié de la région impropre à leur culture. Ça n'a pas des conséquences que sur les consommateurs. Ça touche aussi l'écosystème dans son ensemble. D'un côté, la demande augmente, et de l'autre, la plante va de moins en moins bien s'adapter au changement climatique, d'après les prévisions. Ça pourrait forcer les cultivateurs à faire pousser leur café dans des zones écologiquement fragiles, comme des espaces naturels protégés ou des forêts, ce qui serait nuisible à l'environnement. Comment sauver les plantations existantes pour éviter ces dérives ? La variété Liberica, redécouverte récemment, pourrait être la solution. Elle semble plus résistante à la sécheresse et aux parasites, mais rien ne se fera du jour au lendemain. Commercialiser de nouvelles variétés à l'international, c'est un projet à long terme. Il s'agit d'un changement qui prendra un peu de temps. C'est principalement dû au fait que le caféier est un arbre. Il faut passer de la culture à la première récolte, puis au développement sur le marché mondial. Pour faire avancer les choses, elle explore la situation sur place en Ouganda.
L'Équateur fait partie de la ceinture du café. L'importateur hambourgeois Andreas Felsen vient régulièrement à la rencontre de ses partenaires locaux. Leur coopérative a récemment investi dans de nouveaux systèmes de séchage. On procède d'abord à un double lavage. Sur ces grains, il reste encore un peu de pulpe. Ceux d'en haut sont plus fermentés. Le séchage avec la pulpe produit un arôme chocolaté. Oui, ça lui donne plus de douceur. Proposer des arômes différents et d'une qualité supérieure fait monter le prix du café. Grâce à leur collaboration, le revenu des cultivateurs a plus que doublé. C'est une tente ventilée. L'air y pénètre et y circule assez bien. Le café sèche lentement et de façon homogène. C'est le système le plus moderne qu'on puisse imaginer. Ce n'est pas électrifié, ce n'est pas alimenté au gaz. Les choses se font lentement. Grâce à cette méthode de séchage, non seulement le café qui arrive chez nous est de très bonne qualité, mais il conserve aussi ses arômes plus longtemps. Contrairement à d'autres producteurs, la coopérative n'a pas à assumer seule les risques financiers de tels investissements. Andreas Felsen paie ses partenaires 6 mois avant la récolte. Cette année, elle a été bonne. Il va en obtenir 14 tonnes, soit 210 sacs. Ici, on a 12, 24, 36, 40 sacs. Bien, plus 40, 50 qui sèchent. Je suis tout de suite tombé amoureux de cette forme de caféiculture et de ce type de structure. Ça correspond à mes idéaux de démocratie et de développement durable. C'est donc un immense plaisir pour moi d'essayer d'être leur porte-parole et de transmettre leurs idées en Allemagne en y important leur café. L'Allemagne est le deuxième importateur mondial de café. Andreas se fait livrer à Hambourg, un centre de négoce majeur du café non torréfié depuis l'époque coloniale. Il a nommé sa brûlerie Quirote Café, d'après le célèbre personnage qui se battait contre des moulins. Traditionnellement, c'est une marchandise coloniale, ce qui a une connotation négative pour les consommateurs. Ça implique le travail d'enfants, l'exploitation d'êtres humains et des prix qui ne correspondent absolument pas à la quantité de travail que demande la culture du café. On tente donc d'adopter une approche totalement différente. La plupart du temps, à peine 10% des bénéfices reviennent aux pays producteurs. Les 90% restants sont réalisés par le transport, le commerce et les entreprises de transformation, en particulier Nestlé. Les tarifs varient fortement sur le marché mondial. Bien souvent, ils suffisent à peine aux petits paysans pour vivre. Le commerce équitable mise sur un prix minimum couvrant les coûts, à savoir 1,80 $ actuellement. Selon le label Fairtrade, pour constituer un véritable moyen de subsistance, le prix de vente devrait être bien plus élevé. Par exemple, de 2,50 $ par livre au Pérou. Andreas Felsen paie ses producteurs 3,50 $ la livre, ce qui ne nuit pas du tout à ses affaires. Depuis qu'on a commencé, on a augmenté notre production de 10 tonnes par an en moyenne pour suivre la demande. Mais elle a toujours été beaucoup plus importante que notre capacité de production. On n'arrivera donc jamais à la satisfaire, c'est impossible. Ça a toujours été essentiel pour nous d'avoir du succès sur le plan économique pour montrer que ce commerce direct, cette transparence qu'on pratique, ne sont pas une hérésie d'idéalistes. C'est ce qui a motivé l'homme d'affaires à passer à l'étape suivante. Il a décidé d'ouvrir une boutique en ligne incluant des torréfacteurs qui partagent les mêmes idéaux. On a actuellement 6 brûleries candidates. Non, 7. C'est très positif. C'est même le signe qu'on n'arrive presque plus à les compter. On n'a pas à s'inquiéter qu'il y en ait trop. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. C'est très intéressant de créer un modèle qui montre aux autres torréfacteurs que ce système fonctionne. Ça leur donne envie de travailler avec nous. Pour rejoindre la plateforme en ligne, les brûleries doivent remplir certaines conditions. Jusqu'à présent, elles sont 15 à avoir répondu aux critères.
Tous les torréfacteurs qui veulent nous rejoindre doivent s'engager à connaître l'origine précise de leur café en se rendant régulièrement sur place, en développant des projets avec leurs producteurs et en faisant preuve de transparence dans leurs tarifs. Ils doivent absolument être en mesure de nous montrer de manière très détaillée combien revient au cultivateur. Les prix de la livre de café filtre chez Chirote Café démarrent à 12,50 €. Les produits équitables sont de plus en plus recherchés par les consommateurs. Pour en savoir plus sur la caféiculture en Ouganda, il faut aller rendre visite à Tony Mugoya. C'est ce qu'a fait la chercheuse Sophie von Leuben, intéressée par le Libérica. J'aimerais avoir plus de chiffres concernant les récoltes. 70% des cultivateurs de Libérica expliquent qu'ils ont choisi de faire pousser cette variété parce qu'elle a un meilleur rendement. Oui, mais il y a une différence entre son potentiel et les rendements réels. Tony Mugoya vient lui-même d'une famille de caféiculteurs. Il a fondé l'Union nationale des cultivateurs ougandais, dont il est aujourd'hui le directeur. Il est le mieux placé pour assouvir la soif de connaissance de son hôte allemande. J'aimerais aussi en savoir plus sur les deux types de caféiers Libérica. D'accord. L'agriculteur pourrait peut-être nous montrer les arbres? Bienvenue chez le directeur de la coopérative. Il est en train de faire sécher son café sur une bâche spéciale, conformément à nos recommandations. Davis Kuloba est caféiculteur expérimenté. Vous êtes en train de faire sécher quel café? Du Libérica. L'agriculteur chevronné teste depuis quelques années la culture de cette variété peu commune. Aha, okay. On connaît aussi d'autres variétés sauvages qui sont très prometteuses en termes de résistance à la sécheresse ou de goût, mais elles ne sont pas encore cultivées à des fins commerciales. Pour le Libérica, il y a déjà des cultures, comme on le voit ici. Ce sera donc plus simple de l'introduire et de le diffuser sur le marché mondial. Voici l'une des raisons pour lesquelles il est urgent de trouver de nouvelles solutions. Le Robusta, variété très appréciée, est de plus en plus attaqué par des parasites depuis que le climat a sensiblement changé. Regardez, c'est la marque du Xylosandrus compactus. Un des signes de contamination, c'est la décoloration d'un côté des jeunes branches. Le Libérica est déjà disponible mélangé à d'autres cafés et les ventes augmentent. De quoi permettre à Davis de continuer à payer les frais de scolarité de ses 8 enfants. La variété qu'on cultivait jusqu'à présent est souvent victime de parasites et de maladies. Comme vous l'avez vu, je prends pourtant soin des plants. Grâce au Libérica, j'arrive à subvenir à mes besoins. J'ai beaucoup investi dans les autres variétés. J'ai même mis de l'engrais, mais elles ne vont pas avoir beaucoup de rendement. Sophie et son équipe veulent documenter scientifiquement l'expérience des cultivateurs. Un projet à long terme. Pour cela, ils comparent 800 exploitations ayant planté différentes variétés. Plusieurs raisons expliquent le fait que le Libérica, pourtant plus résistant, ne se soit imposé que récemment. Cette échelle est très dangereuse. Si c'était possible, tous les cultivateurs tailleraient les arbres à cette hauteur pour pouvoir faire la cueillette debout. Ce serait moins dangereux. Mais malheureusement, un grand arbre produit beaucoup plus qu'un petit. Alors on préfère grimper à l'échelle plutôt que de récolter plus bas, sur un arbre avec un rendement moindre. Il suppose que c'est justement ce tronc épais et long qui protège le Libérica de la sécheresse et de la chaleur. Ça a l'air très dangereux. Récolter les fruits au sommet des arbres demande beaucoup d'agilité. J'utilise 2 cordes pour sécuriser l'échelle. Si je veux récolter sur le côté, je n'en mets qu'une, que je noue. Et je tire la branche vers moi avec l'autre. En raison des maigres récoltes,
l'Union des caféiculteurs ougandais souhaite assurer un soutien financier aux cultivateurs de l'Ibérica. Son directeur, Tony Mugoya, s'y engage, car il voit dans le caféier sauvage une lueur d'espoir pour tout le pays. Le café est le premier produit agricole d'exportation du pays. Nous sommes convaincus que le Libérica va nous permettre de conserver cette place à long terme et de compléter notre offre d'Arabica et de Robusta. Soutenir des agriculteurs courageux comme Davis n'est qu'un début. Le lendemain, Tony Mugoya a convié la chercheuse allemande dans une usine. Cette machine nettoie les grains de café en vue de leur exportation. Cette partie ici élimine les cailloux que le tamis n'a pas filtrés. Ça, là? Oui. Et en dessous, il y a un aimant. Ils ont investi dans la transformation des grains pour que le pays génère davantage de profits. L'association de Tony apporte à ses membres des avantages tangibles, comme des conditions plus favorables pour obtenir des crédits bancaires. C'est positif pour nos cultivateurs, parce que comme ça, ils profitent aussi des bénéfices dégagés par la mouture, le tri et l'exportation du café. Chaque étape de transformation crée de la valeur ajoutée, qui revient aux caféiculteurs. Les ouvriers doivent savoir si les grains de l'Ibérica peuvent être transformés de la même façon que les variétés classiques. Si tel était le cas, ils n'auraient pas besoin d'investir dans de nouvelles machines et le Libérica arriverait plus rapidement sur le marché. On dirait bien que les machines qui transforment le Robusta sont également adaptées au Libérica. C'est une bonne chose, car si la culture et la transformation se font selon des normes élevées, alors il y a de très grandes chances qu'on obtienne un café savoureux et de bonne qualité. En Ouganda, le café de demain est presque déjà là. Avec ses recherches, l'agroéconomiste Sophie von Leben veut y contribuer, notamment grâce au succès de la culture de l'Ibérica. Lorsqu'on plante un caféier, les premières récoltes substantielles apparaissent après environ 3 à 5 ans. L'arbre produit des fruits pendant 30 ans, souvent plus. Ceux qu'on met en terre aujourd'hui vont donc produire le café qu'on boira en 2050, peut-être même plus tard. Une époque pour laquelle les prévisions climatiques sont très inquiétantes. La population locale veut conserver son travail, le pays ses exportations, et les adeptes de café leur cappuccino. Le café équitable de la coopérative équatorienne est arrivé à bon port. Son importateur, Andreas Felsen, assure lui-même la livraison finale. Du café d'Équateur. Génial. Délicieux. On va le mettre devant, là. Le caractère équitable est fondamental pour cette petite brûlerie de Lunebourg. Avenir, comme elle s'appelle, se distingue grandement de ses concurrentes. Tous les employés touchent le même salaire et se partagent la direction de l'établissement. Ruth Jekyll veut en savoir plus sur les arômes des grains qu'ils viennent de recevoir. Qu'est-ce que tu sens? C'est l'odeur qu'on recherche. Au début d'un expresso moyennement foncé, je sens surtout des noix caramélisées, des arômes un peu épicés, et puis on ressent de plus en plus les notes de caramel. Le café est de moins en moins sucré et fruité, de plus en plus amer et maltais. Pour Ruth, le café a surtout un goût amer. Près de la moitié des petits cultivateurs vivent dans la pauvreté. J'espère que le marché du café va connaître de vrais changements. Car les importateurs qui pratiquent le commerce direct, comme Quijote Café, sont encore très peu nombreux. Avec son entreprise, Andreas a déjà aidé une dizaine de nouvelles brûleries à se lancer. Le précurseur partage volontiers son expertise. Ce qui compte pour moi,
c'est d'avoir une approche qui me permette de me regarder dans le miroir. Depuis que je travaille dans ce secteur, donc depuis 30 ans, je me lève presque tous les matins en étant fier de moi. Je me réjouis chaque jour de ma démarche, et pour que ça dure, il est évident qu'il faut agir de façon très idéaliste. Le secteur est en pleine mutation. Des variétés résistantes, une culture durable et des relations commerciales plus humaines, c'est ainsi que poussera le café de demain, adapté au climat et équitable.